Bonjour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Denis Côté, un homme passionné par la fonction approvisionnement. Il a œuvré dans cette fonction-là pendant plus de 40 ans, spécialement dans l'industrie minière, mais dans beaucoup d'organisations aussi, comme responsable des achats et de l'approvisionnement. On a parlé aujourd'hui d'approvisionnement dans un environnement de projet. Il y a beaucoup de particularités. Il y a beaucoup de pièges aussi à éviter. Il y a beaucoup de bénéfices à gagner en travaillant en collaboration. Il va partager avec nous ses trucs, mais surtout ses histoires. Je vous invite à nous écouter. Vous écoutez le Balado Finlam, qui s'adresse aux professionnels de l'approvisionnement et aux dirigeants d'entreprises en quête d'excellence. J'y reçois des témoignages d'intervenants clés de divers horizons, du public et du privé. Ils viennent nous partager des expériences et dévoiler des pratiques inspirantes, des conseils et des innovations audacieuses. Bienvenue dans l'univers passionnant de l'approvisionnement. Bonjour, je reçois aujourd'hui Denis Côté. Denis, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue à notre balado. Je pense que ça va être un épisode intéressant aujourd'hui. Mm-hmm. Denis, permets-moi de te présenter, mais je vais le faire sommairement parce que tu as un parcours absolument énorme. On aurait plein de choses à dire. Mais ce qui est intéressant vraiment de mentionner, c'est que tu as œuvré dans la fonction approvisionnement comme responsable transport, appro, inventaire, logistique pendant 40 ans. Et plus un peu. Tu as probablement tout vu en termes de situation en approvisionnement. Tu es aussi un expert, j'aime le dire, spécialisé beaucoup dans l'industrie minière où tu as eu la plupart de ton parcours et tes expériences. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi. C'est un privilège d'être ici. Ben merci. Je pense qu'on va avoir des discussions intéressantes. La première partie de notre discussion, j'aimerais ça qu'on la fasse autour de l'environnement de projet. Donc, l'approvisionnement dans un environnement de projet, c'est particulier, c'est différent, mais à la fois pas si différent. Donc, on va parler de certaines choses. Ouais. Mais je pense que d'emblée, ce que j'ai le goût de te demander, c'est dans les organisations qu'on trouve surtout, de la fonction appro, dans des environnements de projet, avec toutes tes expériences. À quoi ça ressemble souvent, avant qu'on transforme, avant qu'on fasse ces changements? À quoi ça ressemble, normalement, là? Bien, tu sais, et ça arrive pas seulement dans l'environnement de projet, comme tu dis, mais souvent, il y a comme un genre de manque de compréhension entre les départements. Et puis le travail que je fais présentement, le contrat que j'ai présentement, je prends encore des contrats là, avec des entreprises minières, c'est exactement ça. Je suis assis physiquement dans le bureau des ingénieurs. Alors, un gars d'approvisionnement assis dans le bureau des ingénieurs, travailler à temps plein avec eux autres. Alors, je ne suis pas avec les approvisionnements, je suis vraiment avec eux pour les aider à comprendre comment les approvisionnements fonctionnent. Comment se préparer avec les cahiers des charges. S'assurer que quand ça arrive avec les approbations sont faits. Ils ont été chercher les approbations, les budgets sont faits. Souvent, ça arrive aux approvisionnements, il n'y a rien qui est fait. Souvent, quand tu reçois ça arrive trop tard. Ça arrive trop tard, exactement. Quand tu les reçois aux approvisionnements, bien, on n'a pas été impliqué au début. Et le plus gros point, je pense que c'est ça, c'est d'impliquer nos gens d'approvisionnement immédiatement au début d'un projet. Et la plupart du temps, les projets vont être déterminés avec la direction de l'entreprise, naturellement, les départements, mais disons, si on prend les ingénieurs, les départements d'engineering, pour que ce soit des projets capitaux, des capitales, pour pouvoir faire de la rénovation, changer complètement, ou encore de la maintenance, tu sais. Mais souvent, on reçoit cela d'un client à l'interne et on tombe immédiatement déçu pour pouvoir lui donner un service. On est trop tard en mode réalisation, exécution de ce qui est requis, plutôt qu'en préparation ou en anticipation. Et voilà. Donc, dans l'environnement de projet, au niveau de l'organisation, parce que j'ai vécu un peu dans cet environnement-là, on a aussi, puis je voudrais avoir ton avis là-dessus, on est dans les secrets partagés, donc tu vas nous partager un peu la façon dont toi tu vois ça. On a spontanément, dans les organisations de projet, firmes d'ingénierie ou autres, le sentiment que chaque projet doit être autonome, représente sa petite entité, a souvent ses propres règles. Et si on étire ça jusqu'à l'approvisionnement, bien, chaque projet doit, dans son entité, gérer aussi ses processus et ses achats. Donc, une espèce de modèle de décentralisation que l'on croit à tort être la bonne chose. Mais explique-nous, parce que par expérience,
ça peut pas être la façon optimale de gérer les approvisionnements. C'est ça. On réussit à le faire marcher. Alors, on réussit à avoir un certain succès. Mais quand tu dis optimal, c'est exactement ça qu'on va pas chercher. Alors, quand tu arrives puis que tu travailles en silo, comme tu viens de mentionner, il y a deux choses qui arrivent. Quand tu arrives au niveau approvisionnement, les approvisionnements, la capacité et le privilège d'aller dans le marché pour aller chercher les meilleurs prix, les meilleurs services, les meilleurs fournisseurs, c'est quand tu arrives avec du volume. Quand tu arrives avec si tu as 10 projets, puis tu leur dis dans les 2 prochaines années, voilà les 10 projets qu'on a, on aimerait avoir votre soumission, ou on aimerait que vous vous impliquiez avec nous. Les gens sont intéressés, 1, puis 2, ils vont arriver avec des meilleurs prix. Ils vont arriver avec des meilleures solutions. Ils vont pouvoir t'aider à du long terme. C'est là qu'ils vont commencer à penser peut-être partenariat et vice-versa. Mais quand tu travailles en petits silos, c'est tous des petits projets, comme tu dis. Alors, quand ça arrive aux approvisionnements, ils ne peuvent pas faire grand-chose avec ça parce qu'ils n'ont pas de volume. On ne peut pas faire de synergie non plus avec les projets parce que tu les reçois en silo. Fait que tu ne sais même pas ce que le chargé de projet numéro 10, exemple, est en train de faire. Sur quel projet il travaille. Fait que ce que tu dis, c'est super important parce que c'est comment on intègre aussi cette espèce de discipline, de visibilité sur ce qui s'en vient. Comment on fait des meilleures projections. Comment l'approvisionnement doit se retrouver dans un contexte où la connaissance de ce qui est prévu soit claire, qu'on puisse optimiser un peu. Donc, par expérience, on va pas nécessairement faire le politique, mais tu sais, pour rentrer dans le cœur de ça, là, pour expliquer aux responsables de projet qu'il est non seulement important, mais presque critique de travailler en amont avec les appros et de travailler avec des projections. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce que c'est difficile, hein? Bien, c'est difficile, mais c'est pas compliqué. C'est très difficile à faire, mais c'est pas compliqué du tout. La direction doit décider cela. Ça vient de la direction. La haute direction. La haute direction, il faut qu'elle voie l'importance de l'approvisionnement autant que l'importance des autres départements, que ce soit opération, engineering, maintenance. L'approvisionnement fait partie intégrante de ton entreprise et s'ils sont immédiatement aux tables de projection, comme tu disais tout à l'heure, pour la vision du futur, les capitaux qu'on va dépenser, les réparations qu'on va faire, la maintenance qu'on va faire et les achats sont là, à la table. Ils vont déjà savoir vers où on s'en va. Ils vont déjà avoir la vision de l'entreprise. Ils vont déjà commencer à penser global. Parce que là, ils vont voir les 10 projets, puis ils vont dire, bon, on fait affaire avec le même fournisseur pour ces 10 projets-là. C'est 10 projets différents en silo, mais on fait affaire avec le même fournisseur. Je vais l'approcher différemment. Sûrement que tu as entendu l'espèce d'argument. Oui, mais chaque projet est différent. Chaque livrable est différent. Toutes nos exigences ne sont pas les mêmes. On peut vraiment difficilement mettre en commun. Mais ça, là, c'est pas une vraie réponse. Non, mais l'humain est comme ça. Hein? L'humain aussi dit on est unique. Moi, je suis différent d'un autre. Toi. On l'entend tout le temps son approvisionnement. Non, mais nous, c'est différent. Nous, on peut pas suivre ce pattern-là. Donc, on retient différentes choses. Donc, une espèce de culture de la direction même à ce que plus tôt les personnes responsables, notamment l'approvisionnement, soient impliquées, qu'on ait aussi une certaine visibilité sur ce qui se développe. Mais au final, on se prive de beaucoup de choses quand on ne fait pas ça de façon collective et regroupée. Là. On a beau dire... tu sais, moi, j'ai toujours en tête comment on reste compétitif, puis comment on aide. Approvisionnement, comment aide, puis comment on contribue à la compétitivité de l'organisation. C'est un exemple probant, ça. On ne peut pas à la fois gérer des silos puis penser qu'on est optimal dans nos bénéfices, puis bien servir nos clients avec la compétitivité. Là. On pense qu'on fait beaucoup de choses, on est occupé, on n'arrête pas, nos semaines sont remplies, mais finalement, le mot qui est important, c'est optimal. C'est de pouvoir vraiment optimiser ce qu'on fait pour l'entreprise, aller prendre les meilleures économies pour l'entreprise, avoir le meilleur synergie avec le meilleur fournisseur ou contracteur qui va venir travailler avec toi. C'est pour ça que quand tu peux établir ce qu'on vient de parler ensemble, tu peux commencer là à parler de partenariat. Mais là, c'est pas ça que les gens font. Les gens commencent à parler de partenariat. Je voudrais faire un partenariat avec toi. Mais on n'a même pas une vision de ce qu'on va acheter. On n'a même pas une vision des prêts. On n'a rien à proposer d'intéressant non plus. Et vice-versa aussi. Hein. Juste faire attention, là. Tu sais, souvent, on parle des approvisionnements, puis nous, là, le client, là, c'est à l'interne. Ouais. Mais le fournisseur non plus, souvent,
lui-même n'a pas la vision de l'entreprise dans laquelle il travaille. Moi, je l'ai vu souvent, des grosses entreprises qui viennent nous voir et ils sont même pas au courant qu'il y a certains services qui sont offerts à Montréal puis qui sont pas offerts... Ça, c'est un point intéressant. On dit aussi que dans l'aspect de centraliser des besoins pour adresser de façon commune, par exemple, un certain nombre de fournisseurs ou adresser le marché, il y a tout un avantage là-dedans aussi qu'on ait un message qui s'adresse à plusieurs fournisseurs communs, parce qu'on a beau dire qu'on est différent, il reste qu'en grattant, on trouve toujours des fournisseurs communs, même si c'est pas le même produit exactement. Donc, il y a beaucoup d'avantages dont on se prive. C'est un peu ça qui est l'élément à retenir. Je pense aussi au marché du fournisseur, parce que eux sont parfois aussi très conscients de ce qui se passe dans une organisation. Je dis souvent, moi, les fournisseurs aiment bien le diviser pour régner, puis instaurer leurs propres conditions selon la période de l'année, selon les objectifs de vente, selon les rapports qu'ils ont avec certains responsables de projet, par exemple. Mais il faut aller au-delà de ça. Mais toi, tu as eu aussi des difficultés avec certains fournisseurs en intégrant certains changements. Explique-nous ça, parce que ça, c'est fascinant aussi. Ben oui, tu veux dire, quand tu... Si toi, t'es pas... tu disais tout à l'heure, ils sont là pour essayer de nous diviser. Moi, je souvent, mon créneau, puis je disais ça où j'étais là, à une personne, je disais, si toi, t'es pas organisé, eux vont t'organiser. C'est bien dit, oui. Et c'est vraiment ça. Puis c'est pas négatif, c'est pas pour leur jeter, frapper sur eux, là. Mais eux, certains vont être bien organisés, puis ils vont voir qu'on manque de désorganisation. Et c'est un grand danger. Tu travailles avec certains fournisseurs qui sont bien organisés. Tu peux te ramasser que finalement, des montants d'argent vont nous être facturés à des places qui ne devraient pas être facturées. Du temps va nous être facturé à des places qui ne devraient pas être facturées. Parce que nous, on n'est pas organisé pour vérifier les feuilles de temps, pour bien vérifier sur un projet l'avancement du projet. Tu sais, aujourd'hui, on utilise beaucoup les S-curves qu'on appelle. Alors, si tu n'entres pas tes données à l'interne pour pouvoir bien suivre ton fournisseur... Tu n'es pas notifié, tu ne sais pas. Non. Tu peux pas. Un, tu ne sais pas. Deux, tu ne peux pas le challenger. Alors, quand il te revient avec tes feuilles de temps, avec sa facture, puis tu n'as pas de feuille de temps signée en arrière, il peut mettre ce qu'il veut. Puis je dis pas que ça se fait, je dis juste que ça peut se faire. Donc, nous, si on s'assure de bien s'organiser, notre objectif, le temps, le délai dans lequel on voulait faire notre projet, les coûts dans lesquels on voulait faire notre projet, et on le suit. Quand on va arriver à 3/4 du projet, nous, on va déjà savoir qu'on est en train de le dépasser. Il y a des dangers, il reste juste 25% du projet, et on voit très bien qu'il reste 50% à faire. On va réagir, on va s'asseoir avec le fournisseur. On est en contrôle à ce moment-là, c'est clair. Souvent, c'est le contraire qui arrive. Là, ils vont venir te voir sur des projets et ils vont dire, ben là, il faudrait faire un addendum parce qu'on va dépasser. On est déjà dépassé. Donc, on n'a pas anticipé, on n'a pas géré ce risque-là parce que c'en est un, là. Et c'est là qu'il coûte cher. Ça coûte cher. Et c'est là où certains fournisseurs, eux, capitalisent là-dessus. Absolument. Il y a certains environnements, j'aimerais ça que tu le partages un peu, mais il faut le dire à ceux qui nous écoutent, que certains environnements où le fournisseur n'a pas intérêt à changer. Absolument, oui. C'est clairement les primes et puis tout ça, c'est pas des facteurs... Non, comme je dis, ils n'ont pas intérêt à changer. Ils ont intérêt à garder le statu quo, comme ça fonctionne, te donner le moins d'informations possible pour qu'à l'autre bout, ils puissent garder la même façon de faire et les mêmes profits qu'ils font. Puis les mêmes profits, oui, mais ils en font plus chez un client désorganisé, tu penses? Absolument. Absolument. Je vais donner un exemple. Tu sais, c'est arrivé dans un des projets que je faisais dernièrement, l'année passée. On travaillait sur un projet, puis je veux pas comparer dans des prix. Ce projet-là, c'est un assez gros projet, là, ça valait 10 millions. Mais à la fin on s'est ramassé à la fin du projet avec un addenda de presque 1 million, 950 000 $. Quand même. Et quand on s'est aperçu que c'était arrivé, alors on était désorganisé parce qu'on l'a su complètement en dernier, tu sais, on a essayé de demander des justificatifs. Donnez-nous des justificatifs. Pourquoi qu'on a dépassé ça? Qui a travaillé sur cela? Un projet qui était pour nous, somme toute, normal à faire, qui s'était déjà fait auparavant. On avait 80% de plus de gens qui avaient été impliqués dans le projet que ce qui avait été soumissionné. Alors, exemple, une firme d'ingénieurs avait mis 80% de plus de gens impliqués sur le projet. Au lieu d'avoir 12 personnes sur ce projet-là, dans la sphère où on travaillait, il y en avait eu 88.
Donc, tu te dis, ils étaient où, ces gens-là, puis d'où ils sont venus, pourquoi ils étaient là, pourquoi... Fait que là, tu essaies d'avoir des justificatifs, pas de réponse. Mais quand tu arrives que le travail est déjà fait, la facture est sortie, le travail est déjà fait, tu as ton produit. Comment tu fais pour pouvoir négocier cela? C'est impossible. Après, tu peux négocier avant que le contrat soit signé. Mais après que le contrat est signé, c'est très difficile de négocier des choses. Puis, je dirais ceci aussi, dans ce que j'avais observé, c'est que au moment de recevoir une soumission, là, on peut presque déjà reconnaître les fournisseurs qui connaissent l'organisation. Absolument. Parce qu'eux savent aussi que la charge administrative va être lourde. Pour différentes raisons. Donc, quand on n'a pas des processus clairs, affinés, un peu intégrés partout, ça finit par coûter plus cher, c'est clair. J'ai des fournisseurs, on s'est assis avec eux autres, la relation était bonne, puis tout cela. Et dans une certaine région, les gens nous disaient clairement, vous, quand on travaille chez vous, on charge 40 % de plus. C'est énorme, là. C'est clair. Fait que ça coûte cher d'être désorganisé. Oui. Puis eux, ils se protègent. Parce qu'on est désorganisé. À l'autre bout, si eux autres le font pas, ils vont être obligés de mettre des coûts supplémentaires qu'ils pourront pas facturer parce qu'ils ont pas mis dans leur soumission. Alors, ils se protègent. Fait que s'il arrive des choses que nous, parce qu'on n'est pas organisé, ça va coûter plus cher, bien, ils sont au moins protégés. Puis finalement, à la fin, ils viennent qu'à faire de l'argent. D'autres vont, comme tu disais tout à l'heure, vont continuer à le faire consciemment et constamment parce que c'est payant. Ouais. Mais si tu es organisé puis que les gens, il y a un sentiment de confiance qui s'établit avec les fournisseurs et ils savent que chez vous, on est organisé, on respecte ce qu'on dit, on respecte nos délais, on respecte les taux qui ont été donnés et on les suit. Parce qu'il y a des avantages dans les communications. On dit toujours les projets doivent être autonomes, oui, dans les rapports avec les fournisseurs, absolument, là, pour certaines questions. Mais il y a quand même un avantage à centraliser au moins le message aux fournisseurs. Il y a aussi des avantages à consolider ses conditions commerciales, à consolider en tout cas, tout au moins les rendre visibles, mais que ce soit des éléments qui soient appliqués sur tous les projets. Il y a nettement des avantages à ça. Donc, quand on n'est pas dans ce modèle-là, disons, je l'appelle hybride là, pour les besoins de la cause. Donc, il y a des éléments communs, mais avec une certaine autonomie. D'achat, par exemple, sur des projets. Dans les leviers dont on se prive, là, pour en nommer quelques-uns, là, il y en a qui viennent en tête. Là, les leviers que tout le monde connaît en approvisionnement, on les perd complètement. Là. Bien, tu sais, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les volumes. Alors, si tu n'arrives pas au fournisseur avec, si on parle de projets encore, on a 10 projets majeurs qui sont prévus pour les 2 prochaines années. On voudrait travailler avec vous. Est-ce que vous avez des gens? S'ils voient le potentiel qu'on a de 10 projets, qu'eux, on voit le potentiel qu'ils pourraient peut-être gagner cela, ils vont s'organiser quand ils vont faire leur soumission. Ils vont s'organiser pour nous mettre leur meilleur. Pour en tenir compte en fait, c'est du pouvoir d'achat dont le client se prive en divisant tous ces petits morceaux. Et c'est pas pas seulement au niveau coût, c'est aussi d'avoir les meilleurs employés de ce fournisseur ou de ce contracteur qui vont venir travailler chez vous. Parce qu'un projet pour les 10 prochaines années, pour les 10 prochains projets, pour les 2 prochaines années. Alors, les meilleurs vont dire, oui, je vais aller travailler là, je vais m'impliquer, je vais mettre mon temps. Alors, mais si tu en expertise d'ingénierie, en innovation, en tout ce qui vient en support à une meilleure exécution, à une performance, réalisation de projet. C'est vrai que souvent, les fournisseurs clés, ils vont être une contribution importante. Absolument. Ça change complètement les coûts, mais ça change également la façon que les travaux sont faits, le temps également, pour respecter le temps, la qualité du travail. Donc, on améliore ces processus, on améliore notre productivité, c'est clair. Pourquoi réinventer par projet ce qu'on peut développer ensemble puis qui va être utile pour l'ensemble des projets? On peut réduire les coûts, c'est clair. Absolument. Puis toujours au bénéfice de nos propres clients. On va être compétitif aussi, donc c'est quelque chose de bien à garder en tête. Donc, quand on veut changer ces choses-là, donc avec ton expérience, tu rentres dans un environnement... Tout le monde roule son projet de façon complètement autonome, on a son propre budget, ses propres estimations, sans tenir compte vraiment des formations.
C'est quoi le premier élément de tac-tac avec eux? Qu'est-ce que tu introduis déjà en partant, là, si on parle du niveau de l'information, tout au moins? Bien, la première chose qu'il faut aller chercher, c'est le volume. Tu sais, c'est quoi quand on parle des 10 projets, là, ça vaut combien? Les vraies données achats, là, ou prévisibles, ou anticipées. Que tu peux te servir, tu sais. Et puis là, quand je mentionne ça, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Tu sais, parce que quand tu rentres dans une entreprise, souvent, comme tu dis, on travaille en silo. Souvent, on n'a pas, au niveau informatique, les données dans l'informatique centralisée. C'est pas consolidé souvent, voilà. Ouais. Donc, il y a du travail à faire. J'ai travaillé pour des grosses organisations qui avaient tu sais, on parle de projets, mais on parle également de différentes divisions des organisations. C'est la même chose, en fait. C'est la même chose, d'essayer d'avoir les données, combien vous dépensez sur vos projets, combien vous dépensez sur vos achats. Très, très difficile. Tu sais, même, je vais donner un autre exemple. Souvent, les villes dans les régions veulent avoir ces données-là pour démontrer comment on donne ou comment on aide la région avec nos dépenses d'entreprise. C'est vrai. Et on a de la difficulté à les présenter. C'est très difficile à l'interne. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment d'organiser une façon de faire pour collecter ces données-là, absolument. Sur l'ensemble. Et après ça, quand tu as des données, c'est la même chose pour... tu sais, je fais du coaching. Quand tu t'assieds avec quelqu'un puis qu'on veut essayer d'aider quelqu'un, tu fais une première ébauche. Comment ça va maintenant, là? Présentement, une photo de ce que c'est qui existe. Après que tu as cette photo-là, tu peux arriver avec des solutions. Ouais. Tu peux travailler différemment. Tu peux même changer la façon de travailler. Mais il faut partir de ce qui existe pour corriger, améliorer, absolument. Repositionner, pour pouvoir utiliser son pouvoir d'achat, aller adresser les différents fournisseurs avec un peu plus de choses à offrir aussi. Ça rend les choses pas mal plus intéressantes pour eux. Et voilà. Et puis là, plus facilement, on rentre dans une relation de type partenariat. Là, on n'est plus juste un fournisseur qui a livré sa... Il y a d'autres avantages aussi. Dirais-tu que surtout dans un environnement projet, dépendamment de la géographie, mais il peut avoir des avantages aussi à consolider certaines activités comme le transport, par exemple? Absolument, oui. Ça peut être un créneau intéressant. Puis une chose que je vais rajouter à cela, et on va en reparler un petit peu plus tard, je suis pas merci, parce qu'on a jasé ensemble, quand on parle du développement durable. Oui. De plus en plus, le niveau de transport est réglementé, mais nous, à l'interne, dans nos entreprises, on doit également s'assurer que parce qu'un transporteur est notre bras. Tu sais, ça fait partie de notre entreprise. C'est vrai, par extension. Ben oui, par extension. Tu veux dire, tu vas travailler avec lui, puis lui va tout te rapporter ton matériel que tu commandes d'un peu partout. Donc oui, le transport au niveau négociation, pour pouvoir, encore une fois, le volume, mais surtout de s'assurer que nos standards au niveau développement durable sont respectés. Parce que si on établit en tant qu'entreprise nos standards de développement durable pour s'assurer que la santé et sécurité est respectée, la façon de travailler sur les chemins, elle nous représente, il y a du matériel de notre entreprise à l'intérieur de ces boîtes ou de ces camions. S'il arrive quelque chose, ton nom est associé à ça. Ouais. Alors, au niveau social, au niveau médiatique, donc, on doit avoir des standards de bien établis et tu ne travailleras pas avec certains transporteurs parce qu'ils ne peuvent pas respecter cela. Alors, c'est important pour nous de bien les établir, mais aussi de choisir notre transporteur. Et souvent, on ne fait pas ça. On va dans le général. On a des listes, puis on dit, lui, il peut nous faire ça. Lui, il ne peut pas. OK, je vais prendre lui. Oui, c'est souvent une sélection en fonction des disponibilités, mais dans une vraie activité de transport structurée, organisée. Il y a beaucoup d'avantages aussi. Probablement, on les diminue souvent, les transports, parce qu'on maximise. On n'est pas dans une répétition de petits transports. Fait qu'il y a plein d'avantages autour de ça à ne pas négliger aussi. On rajoute ce que je veux rajouter à ça. Tu rajoutes à tout ça, ce qu'on vient de parler dans tous les domaines. On n'y a même pas touché encore. Quand tu arrives au niveau financier dans ton entreprise, tu sais, le nombre de factures, le nombre de traitements, le nombre de négociations. Les volumes de transactions à traiter, là. Tu sais, quand tu rajoutes tout ça, là, c'est impressionnant. Hein? Donc, si tu peux réduire cela, si tu peux au moins réduire le nombre, tu vas avoir un gros impact sur cela, mais aussi, ça va être beaucoup plus facile. Effectivement. Tu ne travailles pas avec 72 fournisseurs, tu travailles avec... Dans le processus de traitement, puis c'est ça qu'on va faire aussi en analysant nos données. À un moment donné, on va essayer de réduire puis de consolider le groupe de fournisseurs.
Donc, et juste encore une fois, excuse-moi, je te coupe, parce que tu me fais penser à quelque chose pour l'exemple. On a parlé de Denis, tu t'amèneras des exemples. Oui. Parce que je travaillais avec une compagnie minière il y a plusieurs années, puis on avait regardé notre volume d'achat. Et notre volume d'achat, ce qu'on vient de dire, c'est combien on achète, nous autres, globalement. Et quand on s'est aperçu que 80% de ce qu'on achetait était avec... Puis quand je dis 80% de volume en argent était avec 7 fournisseurs. Le restant de tout ce que c'est qu'on achetait, puis dans notre banque de données, on avait 1300 fournisseurs. Et mon Dieu, oui. Puis les 7, c'était là que l'argent était. Et pourtant, on passait du temps à s'occuper des 1300 pour être sûr qu'on était dans le fond de les rencontrer. Ça, je te dirais que c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment probablement la problématique numéro 1 dans beaucoup d'organisations où on prend trop de temps à gérer des fournisseurs qui n'ont pas d'impact, soit sur notre volume ou soit sur notre criticité de produit. Puis ça, c'est vraiment le point de départ. Oui. On peut-tu travailler vraiment et s'acharner à développer des vrais partenariats, des vraies alliances avec ceux qui font la différence? Puis là, ça, c'est un bon exemple. Mais merci de l'avoir souligné parce que... Et dans l'environnement projet, c'est aussi très, très vrai ce qu'on vient de dire. C'est là, je t'ai donné un exemple au niveau des achats globaux, mais dans l'environnement projet, c'est la même chose. On est là, puis on a un paquet de fournisseurs qui viennent nous donner un coup de main, et finalement, les majeurs avec lesquels on a besoin de travailler pour faire avancer nos projets. On n'a plus de temps pour s'en occuper. On ne les gère pas correctement pour en tirer vraiment le maximum des avantages. Est-ce que la direction a un rôle à jouer aussi on a mentionné un petit peu tout à l'heure en début de discussion, mais il faut qu'ils viennent de là, le push. Oui. Il faut que la direction y croie à ça. Ben, c'est ça. Parce que c'est des modèles qui sont là souvent. Tu l'as vu dans l'industrie minière, mais dans d'autres secteurs aussi. Le modèle est là depuis très, très longtemps. Absolument. Souvent, ça a été fondé un peu sur la base de ce modèle-là. C'est difficile à défaire. Oui. Il faut avoir des bons arguments. Oui. C'est quoi les arguments qu'on présente pour convaincre la direction qu'il faut faire certains changements? Bien, c'est sûr que si tu parles d'argent, ils vont réagir. On parle d'une PME ou on parle d'une grosse entreprise avec un conseil de discours. C'est la même chose. Le conseil d'administration, là, quand tu leur arrives, tu leur dis, regarde, là, on va pouvoir faire plus de profit ou on va pouvoir sauver de l'argent. Donc, tu vas faire plus de profit, ça nous coûte moins cher. Ils vont écouter. Alors, nous, on a, en tant qu'approvisionneur, on a un travail à faire de s'asseoir, d'aller chercher les bonnes données et aussi de s'assurer qu'on partage ces données. Puis je vais aller un peu plus loin. Au niveau approvisionnement, on a tendance, puis je ne veux pas généraliser, mais au travers des années, je l'ai vu et moi, je l'ai fait, on a tendance à ne pas assez se vendre. Alors, on a les données. On disait tout à l'heure, c'est du travail. On a certaines données. On a également les avantages, ce qu'on a parlé depuis le début de l'émission. Mais aller voir la direction, faire une présentation, expliquer ce qu'on a dans notre croyance, dans ce qu'on croit vraiment qui pourrait les aider, on n'ose pas. On dirait qu'ils ne nous ont pas impliqués au niveau administratif ou encore corporatif, et on n'ose pas se présenter là. Et on espère que quelqu'un d'autre, notre patron, ou le chef des finances, ou le chef ingénieur... va nous inviter à présenter des choses. Ou même on pense que lui va aller le faire. On pense que lui va aller vendre ça pour nous. Et non. Parce que ça, c'est pas leur priorité. Nous, c'est notre travail. Ouais. Nous, c'est notre expertise. Nous, on connaît le marché. Donc, on doit oser aller présenter, trouver une façon de présenter. Tu sais que tu mets le doigt sur quelque chose dont on parle probablement à chaque épisode, c'est le fameux talent de communicateur du responsable de l'approvisionnement. C'est quelles données présenter. Puis la direction, effectivement, tu as raison de dire, si on arrive à y présenter puis à rendre visibles certaines données clés, souvent, la réaction est assez immédiate. Là. On ne passera pas à côté d'une réduction de coûts importante, surtout si on est en progression, en croissance. On va penser à nos clients ultimes. On va dire on va être plus compétitif, surtout si on va développer des marchés. Donc, normalement, il y a un bon accueil. Absolument. Mais il faut prendre le taureau par les cornes, aller chercher ces données-là, les traiter, les présenter pour arriver à convaincre. Moi, je trouve que c'est intéressant. Est-ce qu'on glisse tranquillement sur le sujet du rôle pivot du responsable de l'approvisionnement ou d'une équipe approvisionnement? On l'ignore ou on le sous-estime souvent. Mais moi, j'ai toujours dit que c'est le meilleur spot où être dans une organisation. Explique-nous ce que toi, tu vois. Puis les organisations les plus performantes, comment est-ce qu'ils ont structuré ça? Mais quel rôle ils ont pris vraiment au niveau appro?
Tu sais, on est au centre de tout. Tu sais, l'acheteur ou les approvisionnements, si on ne parle pas juste d'un acheteur, une PME, ça va être juste un acheteur, mais même un acheteur, puis c'est la même chose quand tu mets ça dans les grosses entreprises. Le département approvisionnement ou la personne qui est là est au centre des ressources humaines, est au centre des opérations, est au centre des projets, est au centre de la logistique, de l'entreposage. Alors, tout ce qui tourne autour d'une entreprise pour la faire fonctionner, il y a certaines personnes qui vont dire ça prend pas un acheteur. Ben moi, j'ai toujours dit que oui, ça prend quelqu'un qui est responsable de cela. Appelez-le comme vous voulez, mais ça prend quelqu'un au centre qui est responsable de faire le lien avec tous ces gens-là. Parce qu'on a des informations, on est en contact avec les fournisseurs, on est en contact avec les clients à l'interne, on est le lien entre les deux. Tu sais, souvent, on nous implique pas pour pouvoir faire la négociation qu'on disait tout à l'heure au début avec la vision globale de ce qu'on a besoin, mais quand on a des problèmes, c'est qui qu'on va voir? Ouais. Quand ça va mal, c'est qui qu'on va voir? Mm-hmm. Quand ça va pas bien, puis quand on a besoin des conseils légaux, c'est qui qu'on va voir? Les achats? Ouais. Tu sais, on est direct au centre. Fait et souvent, là, je retourne à ce qu'on disait ensemble, moi et toi, nous-mêmes, en tant qu'approvisionneurs, on ne réalise pas ça. On ne réalise pas la position stratégique qu'on a à l'intérieur de l'entreprise. Et si on le réalise, on va nous-mêmes s'avancer vers nos clients. On va l'utiliser, ce pouvoir-là, parce que c'est une forme de pouvoir que souvent on n'utilise pas. Absolument. Puis c'est vrai que c'est critique parce que on a des clients à l'interne, oui, donc toutes les informations dont on a besoin pour adresser puis s'approcher du marché. Mais je dis toujours à l'envers, toutes les informations qui peuvent circuler dans une industrie, par exemple pour des fournisseurs clés, il faut ça aussi, ça circule à l'interne pour enrichir notre connaissance sur certains sujets, pour faire valoir aussi certaines positions de marché qui peuvent être intéressantes. L'exemple souvent que j'utilise, c'est si on est connecté à un marché, bien, ça bouge. Le marché, ça bouge, ça se consolide. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Donc, c'est notre rôle à nous aussi, aux achats, de dire « Hey, les grosses opérations, il y a un nouveau joueur dans ce... Ça a l'air vraiment une belle innovation, une nouvelle technologie ou une nouvelle matière. » Donc, c'est vrai que c'est un beau rôle, mais je pense qu'on... Et je ne sais pas si on n'en est pas conscient ou si on ne trouve pas la façon de l'utiliser, ce pouvoir-là, correctement, ou si on ne prend pas toute sa place. On a peur de froisser. On a peur de marcher sur les pieds des autres. On se dit, bon, ben, tu sais, je vais prendre le domaine minier parce que je le connais très bien, là. Alors, tu as les gens sous terre, tu as un directeur de la mine qui s'occupe du sous-terre, tu sais. Nous, en tant qu'approvisionneurs, on devrait y aller. Je sais pas peut-être pour dire, on y va. Moi, j'y allais, mais il y en a des approvisionneurs que j'ai déjà vus qui ont resté dans le bureau et qui n'ont jamais été sous terre. Pourtant, c'est ton client. Pourtant, c'est là qui est le marché, là, de savoir et de comprendre, tu sais. Donc, il faut que tu sois curieux, mais souvent, on n'ose pas pour ne pas froisser. Et pourtant, c'est notre rôle. Et si on savait, je parle aux approvisionneurs, aux acheteurs ou aux gens d'approvisionnement, si on savait combien le client a besoin de notre aide. Tu sais, le client ne le dira pas, ne le dira pas ouvertement, parce que lui, il est supposé de connaître son département, il est supposé dans les opérations, dans la maintenance, c'est lui qui est l'expert. Alors, il ne viendra pas te dire qu'il a besoin. Mais si tu lui amènes ce que tu disais tout à l'heure, des nouvelles informations, voilà comment le marché a changé. On achetait ça l'année passée à cette place-là. Là, il y a une nouvelle entreprise qui l'offre, ça serait moins dispendieux, ça serait plus proche, ça serait de meilleure qualité. Là, on parle de choses qui est en dehors de l'approvisionnement qu'on pense, mais non, au contraire, ça fait partie de nous. C'est nous qui avons ça, ces informations-là. Là, on parle de la vraie valeur qu'on apporte à l'approvisionnement. Donc, toute cette connaissance du marché-là, c'est vraiment phénoménal, c'est important. Donc, il faut prendre plus notre place. Donc, si on fait juste un petit résumé sur les petits conseils pratiques, on revient aux données, analyser nos données. Au début, oui. Analyser nos données, s'assurer qu'on prend notre place en tant qu'approvisionneur puis qu'on se voit comme le pivot pour les informations, pour les données qu'on vient de parler, pour la négociation, de la façon de faire. On est les experts dans cela. Donc, on veut être impliqué. Mais encore là, je vais juste retourner en dernier. Si on dit c'est quoi la base qui est importante, la direction doit comprendre ça. Il faut qu'eux supportent cet effort-là. Il faut qu'ils le comprennent. Il faut qu'ils en soient pleinement conscients aussi. Oui. Puis les données, effectivement, c'est là qu'on voit... Quand on est l'analyse, on va voir plein de bénéfices, on va voir plein d'éléments qui sont importants. Puis on va identifier plus d'éléments communs qu'on pense. Hein? Je suis différent, mais finalement... T'as toujours... Tu sais,
Bon, je reviens à l'exemple de l'humain. Là, on est tous des humains. On est là, puis on pense qu'on est tous différents. Mais quand tu commences à te promener dans le monde, là, tu t'aperçois que les problèmes... Moi, j'avais des enfants, j'en avais 4. Puis les 4, quand je rencontrais quelqu'un dans un autre pays, le Chili ou Madagascar ou bien la République dominicaine, puis que les jeunes avaient 14-15 ans, les parents avaient les mêmes problèmes que moi j'avais. La même chose. C'est assez général. Ben, c'est la même chose pour l'approvisionnement. Les gens vont dire non, c'est différent au niveau municipal, puis c'est différent au niveau minier, puis c'est différent au niveau industriel. Non. Moi, je dis toujours, l'environnement est peut-être un peu différent. Absolument. Le secteur d'activité est peut-être un peu différent. Au final, la méthodologie APRO doit se retrouver dans tous ces environnements-là. Tout le monde a des profits à faire, puis tout le monde a des marchés à gagner, puis tout le monde a de la compétitivité à maintenir. Donc, déjà là, on a beaucoup d'éléments communs. Il faut aussi, tu l'as bien dit au début, ça, je pense qu'on doit renforcer cette notion-là de trouver une façon de s'impliquer en amont dans toutes les décisions, dans les processus. Pas pour barrer la route ou pour créer mais pour les aider, pour les supporter mieux aussi dans ce qu'ils ont à faire. Denis Côté, ça a été super intéressant. On aurait pu en parler encore longtemps. J'espère qu'on va continuer, mais on va s'en prendre. On se dit à une prochaine. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été ici. Merci. Merci, à bientôt. Vous avez apprécié cet épisode? Je vous invite à vous abonner à nos plateformes de diffusion pour découvrir plus de contenu.